Il m'avait fallu mentir une fois de plus, mentir à Blanche. Mais dans mon échelle de valeur morale, j'admettais aisément que le mensonge puisse être, sinon bénéfique, du moins utile. Je pratiquais déjà de multiples arrangements avec le ciel. Blanche, j'en étais certain, avait cru à mon mensonge. D'ailleurs, pourquoi aurait-elle douté? La recherche d'une voiture pour monter à Balk était une justification plausible de mon absence. Seuls les morts ne mentent pas, seuls les morts sont à l'abri de l'erreur, avait dit Rasoul Baba. Depuis ma rencontre avec les trafiquants, je sentais que le mensonge était partout. Ce n'étaient pas que des détails, mais toutes ces précautions de mystère et de prudence un peu factices me mettaient mal à l'aise. Je n'étais pas convaincu qu'il y eût autant de risques que l'Anglais voulait le faire croire. J'avais donc décidé de rendre visite à P. À 7 heures matinales, j'avais des chances de le trouver. Je dépassai les minarets silencieux qui se dressaient derrière le bazar et empruntai l'une des rares avenues goudronnées de la ville. Les passants allaient en sens inverse et montaient vers la fête. Je reconnus au passage la boutique d'un artisan et m'y dirigeai. L'homme me sourit et me serra la main avec chaleur. Je lui montrai mes bottes et le félicitai de son travail. Oui, ses bottes avaient traversé les montagnes et étaient encore solides. L'homme se redressa comme s'il n'avait jamais été question de mettre son travail en doute et voulut à tout prix offrir le thé. Pendant que je buvais, le bottier avait appelé ses voisins et leur racontait mon périple à pied dans les montagnes depuis Mazar jusqu'à Bamian et la solidité des chaussures qu'il fabriquait. Le récit dura plus d'une demi-heure et le marchand ne voulut pas me laisser partir sans avoir ciré mes bottes désormais historiques. Je fis selon son désir, puis après avoir salué l'assemblée qui s'était créée autour de lui, je m'éloignai vers le bout de la rue. De loin, j'aperçus une Land Rover stationnée devant une maison, et j'en fus rassuré. Je montai les 2 marches sous l'auvent et frappai à la porte. Une voix répondit en anglais que le cabinet était fermé à cette heure-ci. « Docteur, c'est urgent !» répondis-je en français. « Pas possible. Attends, je t'ouvre !» Il y eut des pas rapides, un bruit d'objets déplacés en hâte, et le panneau s'ouvrit. « Pour une surprise ? Je sais, moi aussi, ça m'étonne un peu. » Nous avions tous les deux le sourire, et nous nous sommes longuement serré la main. « Entre, entre, installe-toi !» C'était un grand gaillard d'1,90 m, avec un visage très clair et parsemé de taches de rousseur. Ses cheveux carottes paraissaient plantés en désordre sur le haut de son crâne dégarni. Les sourcils en broussailles et les yeux enfoncés dans les orbites, il pouvait donner l'impression de la plus extrême sévérité, tant était présente la force qui émanait de lui. Il était passé dans la pièce à côté et revenait vêtu d'une veste et d'un pantalon de treillis de l'armée américaine. Cette touche militaire ajoutait encore à son autorité naturelle. « Alors, qu'est-ce qui t'amène, petit frère? Tu es venu prendre l'air de Mazar ?» Il avait toujours eu, depuis que je le connaissais, de ces paroles affectueuses que j'acceptais venant de sa part. C'était même peut-être cela que j'étais venu chercher auprès de lui. Des mots, des paroles, du vent chaud. « C'est cela, je suis venu prendre l'air de l'hiver, dis-je. »« Ah, on ne peut plus s'en passer une fois qu'on y a goûté. C'est difficile, en effet. Tu es monté pour la fête du Bouche-Cachie, je suppose. Plus que pour me voir dans mes montagnes. Finalement, tu les as traversées, ces montagnes. Il a fallu que tu le fasses. » « Oui, bien sûr. Cela n'a pas été très facile. Mais je l'ai tout de même fait. »« Tu n'as pas eu d'ennui avec les autorités ? » « Comme tu l'avais prédit,
Ils ne voulaient pas que je parte seul là-haut. De plus, ils ne croyaient pas que je voulais seulement marcher. Ils imaginaient autre chose. Quand je t'ai quitté, j'ai pris un camion de Mazar jusqu'à Boïnikara, la nuit. Ensuite, ça a été plus simple parce qu'il n'y a plus de piste. J'ai suivi la rivière et je suis arrivé au Grand Lac, Bondé Hamir et puis Bamia. Tu es vraiment fou. Tu aurais pu te faire tuer 100 fois en passant par ces pistes. Le médecin marqua un temps. Moi-même, je fais attention lorsque je pars en tournée ou lorsque je rends mes visites. On ne peut jamais être sûr dans ce pays. Il s'y passe tellement de choses. Tu es l'ami des uns, tu deviens l'ennemi des autres. Mais, tu vois, tout s'est très bien passé. Ne te fais pas trop d'illusions, petit frère. Tu as eu de la chance. Il avait 35 ans et vivait depuis 3 ans à Mazar. Je ne sais par quel hasard ce jeune homme de bonne famille, qui respirait le calme et la noblesse, était venu se fixer dans ces confins du monde pour y exercer la médecine. J'avais tendance à croire que tous les voyageurs sont des êtres en fuite, mais ce n'était peut-être qu'une idée forgée à partir de l'exemple de mon propre destin. Quel coup de la Providence, quelle configuration des astres nous permettait à tous deux cette rencontre, dans le petit matin du bout de la terre. « Je ne suis pas remonté seul, dis-je. Une jeune fille m'accompagne. »« Pourquoi ne l'as-tu pas amenée ?»« Il y a un problème. »« Ah, un problème. L'amour, l'amour, dit-il en souriant. »« Ne plaisante pas, repris-je. Il y a un problème. » En fait, je ne savais pas exactement où se situait le problème dont je parlais. Quelque chose ne tournait pas rond dans tout ce que j'étais en train de vivre, mais je n'aurais pu dire avec certitude ce qui n'allait pas. C'était plutôt un pressentiment que la scène de la veille avait renforcé. J'avais pris conscience de ma faiblesse, et toutes mes lâchetés m'étaient revenues en plein visage. Ce n'était pas tant les risques éventuels qui m'effrayaient que l'entreprise elle-même. Cette alliance avec des gens que je n'aimais pas et dont je réprouvais les méthodes. En fait, la situation n'était ni aussi simple ni aussi tranchée que je le prétendais. Moi aussi, je fumais du hashish. J'avais parfois l'impression que mes réticences et mes remords venaient d'ailleurs, que mon propre combat était au cœur de cette confusion. Et puis, il y avait Blanche, dont la présence à mes côtés modifiait les règles du jeu. N'était-ce pas à cause d'elle que tout cela arrivait ? Aurais-je agi de la sorte si j'avais été seul ? De toute façon, cette question ne se posait plus. Et puis, il y avait encore autre chose. Il y avait Dieu. Il me fallait essayer d'expliquer tout cela à mon ami, et ce n'était pas facile. Il y a une jeune fille et puis 2 types que j'ai rencontrés à Kaboul. Je ne vois pas ce que cela change, me dit-il. Ce sont des trafiquants. Ils commercent avec tous les Européens perdus de Kaboul et des environs. Ils ont monté un trafic entre Mazar et Kaboul. Ils s'approvisionnent ici, dans le nord, et redescendent vendre sur la capitale. Je ne sais pas comment ils se débrouillent pour obtenir des prolongations de visa. Peut-être sont-ils toujours en situation illégale, je n'en sais rien. Et qu'en est-il de ton ami ? Moi, je l'ai rencontré au moment où je ne savais plus quoi faire, au moment où j'en avais assez, où j'allais rentrer.
J'ai décidé de rester avec elle, de continuer avec elle, mais je n'avais presque plus d'argent, tu comprends. J'ai entendu des rumeurs à Kaboul à propos d'un travail, et je suis entré en contact avec ces deux types. J'ai peur que ça tourne mal. Il n'y a peut-être aucune raison. Si, justement, dit-il. Il y a des raisons. Que fais-tu exactement? Je conduis. L'Anglais qui dirige tout cela dit qu'il est trop connu pour le faire lui-même. Je conduis, et ils suivent. Et ils achètent ici. Oui, mais je ne sais pas chez qui. Tu es mal parti, petit frère. S'il y a un pépin, tu es mal parti. C'est tout ce que je peux dire. Que tu traverses les montagnes comme un fou, c'est ton problème, et cela peut se concevoir. Mais que tu te fourres dans ce guêpier, c'est autre chose. C'est toi qui prends les risques en cas de contrôle. Et puis, il n'y a pas que cela. Tu sais que c'est la guerre autour du hashish. Ce n'est pas nouveau. Mais en ce moment, il y a des petits malins qui aimeraient bien récupérer ce qu'ils vendent. Ainsi, ils peuvent le vendre 2 ou 3 fois. Un accord avec des policiers ou des soldats véreux, et le tour est joué. Ensuite, ils partagent, tu comprends? Petit frère, j'ai bien peur que tu ne te sois mis dans de sales draps. Tu la connais, la loi d'ici sur le trafic? Lui demandai-je. Oh, il n'y a pas longtemps que tu tournes dans le secteur, petit frère. Mais tu devrais au moins avoir appris qu'ici, la loi appartient à celui qui l'a fait. Tout est dur dans ce pays. Tout, le bien comme le mal, l'amour comme la haine. Moi, je suis médecin ici parce que je l'ai choisi, parce que l'Occident, un beau jour, m'est devenu insupportable. Je suis parti quand tout est devenu inhumain là-bas et j'ai voulu la violence. C'est pour ça que j'habite ici. Ici, la violence est humaine. Je ne sais pas comment t'expliquer. Son regard se perdit un instant et sembla contempler, silencieux, des images, des fantômes, ou de simples souvenirs qui passaient contre les carreaux de la fenêtre. Soudain, il se redressa de toute sa taille et porta sur moi des yeux pleins de colère. « Tu n'es pas stupide tout de même. Tu as bien vu que les gens d'ici sont différents. » Que veux-tu dire? Même la maladie est violente ici, petit frère. Ce sont des hommes qui vivent dans ce pays, pas des larves d'occidentaux. Alors on ne peut rien prévoir. En Europe, la loi protège les faibles. Ici, elle les abat. Tu l'avais compris, sinon tu n'aurais pas fait ce voyage dans les montagnes. Au début, j'en ai bavé. Je ne m'attendais pas à cela. Et puis je me suis fait. Mais il ne faut pas commettre la plus petite erreur, sinon c'est fini. Tu es mort, comprends-tu? Oui, mais je ne vois pas... Tu vois très bien. Ne te fais pas plus stupide que tu n'es. Tu prends des risques que tu pourrais éviter. On peut faire ça pendant un certain temps, mais il y a un moment où on joue avec sa vie. Et tu en es là, tu le sais. Si tu es venu me demander des conseils ou une caution pour continuer à faire des sottises, tu t'es trompé d'adresse, petit. Tu cours au-devant des ennuis qu'on ne peut prévoir parce que les gens d'ici sont des hommes libres. Tu sais ce que ça veut dire, libre? Je connaissais le sens de ce mot, bien sûr, et ce que disait mon ami n'était pas nouveau pour moi. Mon malaise, mes inquiétudes commençaient à s'expliquer. Tout s'éclaircissait maintenant. Blanche, cet amour monté en moi si soudainement, ce long périple en compagnie des derniers hommes,
les troupeaux, le savoir, l'indicible fraternité des mosquées, le chant des muezzins qui poussait vers le ciel ma pauvre espérance avec celle de tous les êtres de la terre. Voilà tout ce à quoi il fallait que je renonce, si je voulais poursuivre ma route de cette manière-là, et si je trempais mes mains dans ce trafic qui me dégoûtait et me faisait peur. Le prix à payer était trop cher. J'avais cru que c'était le seul moyen de garder l'amour de cette reine que le destin avait mis sur ma route. Maintenant, je savais qu'au contraire, j'étais en train de détruire ce que j'avais mis tant d'acharnement à sauver. Les choses vivent et meurent de leur contraire. Contraire. Ce mot sonnait et résonnait dans ma tête. Tout était à l'inverse de tout dans cette histoire, dont jusqu'alors je ne percevais pas l'issue. C'était donc ça le piège. Tout s'était avéré trop facile pour qu'il n'y eût pas une trappe quelque part. Nous tissons la toile de notre perte. Nous sommes terribles pour nous-mêmes. Blanche, il fallait l'arracher à l'ornière de cette route de fou, malgré elle, s'il était impossible de faire autrement. Cette certitude m'arrivait comme une vague qui submergeait les autres solutions jusqu'alors envisagées pour rester avec elle. Pendant tout le temps de cette méditation, mon ami n'avait pas bougé, me laissant m'aventurer dans les méandres de ma pensée. Il ne se souvenait peut-être plus très bien de ce qu'il avait dit, comme si les mots avaient jailli de sa bouche sans qu'il en contrôlât tout à fait le sens. Il avait parlé selon son cœur, il avait agi pour le bien. Il savait que parfois, devant la détresse, il n'y a plus rien que les mots du cœur. Le jour était maintenant tout à fait levé. Le soleil faisait son apparition dans la rue et la brume s'était dissipée. J'avais vécu assez longtemps dans ce pays pour demeurer attentif à sa magie. C'est ainsi que parle le monde. Il fait coïncider nos gestes et nos mots avec de grands mouvements cosmiques. La vérité ne vient pas toujours, mais lorsqu'elle se décide, peut-être choisit-elle l'alliance de la clarté qui naît. Nous sommes restés un moment dans nos rêves respectifs, qui cependant participaient du même mystère. Mon ami se leva pour préparer un alcool, malgré l'heure matinale. Je le regardai faire en souriant. « C'est ta drogue, dis-je, le scotch, grand frère. » « Oui, je ne t'en offre pas, bien que parfois ça te ferait du bien. Tu sais bien que dans l'islam... Je sais qu'on ne boit pas lorsqu'on est musulman, n'empêche. » Il me regarda, moi qu'il connaissait si peu, moi qui étais venu là, à Mazar, comme sur ses traces. N'empêche qu'il ne faut pas jouer à ce qu'on n'est pas. Que veux-tu dire ? Tu joues un jeu, reprit-il. Moi aussi, bien sûr. Mais mon jeu est plus juste que le tien. Moi, je suis médecin, et je joue au docteur Schweitzer, dans mon lambaréné à moi. C'est mon affaire, et je crois aussi que ça sert à quelque chose. Mais toi, tu es un joueur. Je me demande combien de temps un type qui a un prénom juif peut jouer à l'arabe.
La première fois que nous nous sommes vus, nous avons parlé de la religion et de la foi. Bon, je ne t'ai rien dit à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vas trop loin. Trop loin pour toi. J'étais rivé à mon siège et ne pouvais prononcer un seul mot. À Kaboul, c'était Blanche qui attaquait les édifices de mon univers, et maintenant, mon ami, après m'avoir apporté une certaine lumière, assénait des coups violents sur ma vie. Enfin, je trouvais la force de parler. Ne dis pas que je ne suis pas sincère. Ne me fais pas paraître plus ignoble que je ne le suis. Ne continue pas à faire semblant de ne pas comprendre, répondit-il. Ce n'est pas ta sincérité qui est en cause, mais ton choix. On peut se tromper sincèrement. N'empêche que l'on se trompe. Ce qui veut dire que tu ne peux forcer ni les gens ni les choses. Tu ne peux pas non plus te ménager une porte de sortie en commettant des fautes d'un côté et en maintenant ce que tu appelles le bien de l'autre. Dieu se moque de tes petits arrangements, voilà ce que je veux dire. Alors ça m'agace de te voir faire des manières. Tu as peut-être le sentiment que c'est efficace, mais vu de l'extérieur, c'est un peu risible. Il me semblait que le monde était parfaitement immobile et qu'il reposait sur la pointe d'une aiguille. Tout semblait perdre de sa réalité. La pièce où nous nous trouvions, la ville entière, même mon ami. C'était le vertige qui recommençait. Le vertige bien connu et redouté. Je me sentis happé par une bouche de réminiscences confuses. Les mots de péché et de mal traversèrent mon esprit en éclairs, et des cathédrales voltigèrent dans ma mémoire. L'enfance revenait en désordre peuplé de couleurs et de bruits, de pain grillé et de gifles. Y a-t-il vraiment si longtemps que je triche ? Si longtemps, pensais-je. Ne fais pas cette tête, petit frère. On se trompe sans arrêt. Il n'y a pas de mal ni de honte à ça. Je voulais seulement dire que tu ne deviendras jamais comme les gens que tu aimes. Ton histoire de Dieu, c'est juste pour te rapprocher de ces hommes qui te fascinent. Et tu crois qu'en faisant les mêmes simagrées qu'eux, tu deviendras effectivement comme eux. Mais tu te trompes, petit frère. On ne peut pas changer à ce point. Ils ont des siècles d'avance sur toi. Et ta vie ne sera jamais assez longue. Alors, dis-je, je ne suis qu'un comédien, c'est ce que tu veux dire. Tu es malheureux, c'est tout ce que je vois, et je crois que tu te trompes dans les remèdes. J'étais au bord des larmes. Je luttais intérieurement pour ne pas me laisser envahir par l'émotion, mais j'avais du mal à contenir ma peine. Je ne pensais pas que tu pouvais me faire autant de mal, dis-je. Tant de mal mêlé à tant de bien. C'est curieux. Je ne parviens pas à dire si tu as tort ou si tu as raison. Mais je sens une vérité dans ce que tu dis. J'ai confiance en toi. Tu as raison d'avoir confiance. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Je n'ai aucune raison de te raconter des sornettes. Si je te parle de cette façon, c'est parce que je crois que c'est le bien, et c'est tout. Crois-moi, petit frère, laisse tomber tous les dealers et les babas. Prends ta fiancée sous le bras et arrangez-vous pour continuer le voyage plus simplement. Je restais assis,
Pris entre un profond découragement et une force nouvelle qui montait en moi. Toujours le monde des partages. Je me levai. J'étais debout au centre de la pièce, les mains dans les poches de mon blue jean, les épaules portées vers le haut. « Ça va, petit frère? Je ne t'ai pas trop secoué ?»« Mais non, ça va bien. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça va. » Et je me retournai en souriant. J'aperçus le plateau d'alcool et je restai debout, devant les bouteilles, comme fasciné. Mon corps avait pris un léger mouvement d'arrière en avant, un balancement infime et doux. J'élevai la voix. « C'est quoi ta drogue, là ?»« Oh, tu as du scotch et du bourbon, au choix. » Je m'avançai, saisis une bouteille et un verre, et me versai à boire. « Je me sers, je dégage ta responsabilité médicale. »« Vas-y, petit, ne te gêne pas. » Lorsque je portai le verre à mes lèvres, j'éprouvai une sorte de terreur sacrilège. Mais dès que l'alcool fut descendu dans ma gorge, ce sentiment s'apaisa de lui-même. Et ce fut un autre vertige, d'une autre nature, avec des souvenirs d'une autre vie. Je revis des rues sombres qui résonnaient de mes pas, une démarche hésitante qui ressemblait à la mienne. Je revis des adolescents ivres de chagrin et de haine, et qui cherchaient dans l'alcool une vérité qui ne s'y trouvait pas. J'entendis les échos d'une guerre de pavés et d'hommes casqués. Mais tout ceci s'évanouit après le second verre. Tu vois, petit, moi, je ne suis pas croyant, mais je ne pense pas que Dieu fasse la grimace s'il te regarde. À quoi bon lui expliquer que je ne croyais nullement au regard de Dieu du haut du ciel? Que Dieu était autre chose pour moi, qu'en fait, je ne lui donnais pas de visage. De toute manière, les vapeurs du Bourbon commençaient à rendre mon élocution difficile. « Tu sais, commençai-je au bord de l'ivresse, je n'ai dit à personne que je venais te voir. Personne ne sait que je connais quelqu'un, à Mazars, pas même Blanche. Elle s'appelle Blanche. C'est un joli nom. Tu me la présenteras. » « Bien sûr, grand frère. Tu sais, je suis un peu triste parce que je lui ai menti. Je lui ai dit que j'allais chercher une voiture pour faire un tour à Balkh. Je ne voudrais pas qu'elle sache que je suis un menteur. » Ma tête inclinait vers mon menton, et je la relevais comme dans le sursaut de quelqu'un qui s'éveille. Le médecin me dit « On va arranger ça. J'ai une Jeep dans un hangar derrière la maison qui me sert quand la Land Rover est en panne. Tu peux la prendre pour aller jusqu'à Balkh. Ce n'est pas si loin. » Merci. Et ne me remercie pas. Ça me fait plaisir de t'aider. Quand comptes-tu y aller ? Dans la soirée ou bien demain. Ça dépend de ce qui va se passer avec les autres quand je vais leur dire que je ne marche plus dans leur combine. Viens quand tu veux. Je te montrerai où je mets la clé quand je m'en vais. Nous avons continué à boire jusqu'à ce que la bouteille soit vide. J'avais la tête qui tournait et mes gestes n'étaient pas très sûrs. Cependant, la présence de mon ami et les mots qu'il me disait
m'empêchait de sombrer dans l'ivresse. Au bout d'un moment, il s'agita sur son siège. « Il va falloir que je m'en aille, petit frère. Fais comme tu veux, reste ou pars. Moi, je m'en vais travailler. » Il chaussa les vieilles Rangers qui traînaient dans l'entrée, et après les dernières recommandations, il sortit rapidement, sa mallette à la main. Je restais longtemps prisonnier de mon fauteuil, sans pouvoir bouger. Les murs entraient dans un manège frénétique qui semblait ne devoir jamais cesser. Mon corps me faisait mal et ma respiration était douloureuse. Enfin, je me dressai en m'agrippant à la table et je tentais de me mettre debout. Mais je retombais lourdement sur le sol près de la sortie. Accroché à la poignée, je parvins enfin à me tenir sur mes jambes. Je me mis à rire et soudain le monde me parut beau. Je sentais que quelque chose était à ma portée et que je pouvais l'atteindre même s'il était impossible de lui donner un nom. Était-ce le bonheur, l'amour, la paix? Qu'importe. Mon rire continuait de résonner dans la pièce lorsque soudain j'ouvris le battant et me précipitai au dehors. Là, accroché à la rambarde de l'auvent, je vomis dans le caniveau, la poitrine brûlante et le corps agité d'un désespoir convulsif.